Alors, on va peut-être prendre des questions dans la salle. Vous vouliez intervenir? Et madame, et monsieur. Je ne sais pas s'il y a des micros. Oui. Si vous pouvez vous présenter. Oui, Abdallah Ben Ali, correspondant d'Al Jazeera Net en France. En fait, ma question à M. Ronnie Broman, c'est je suis absolument certain que vous n'avez pas oublié qu'il n'y avait pas un lien de causalité systématique entre une déclaration pour la Chine ou pour le départ d'un chef d'État et une intervention militaire, pour la simple raison que les États-Unis, la France, la plupart des capitales occidentales ont déclaré il y a longtemps qu'ils voulaient le départ du président Bachar el-Assad. Ils n'ont pas l'intention, la moindre intention aujourd'hui en tout cas, d'intervenir en Syrie. Ils ont dit la même chose pour le président, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Ils n'avaient pas du tout l'intention aussi d'intervenir pour les déloger militairement. C'est-à-dire que la déclaration du président Sarkozy en mars ne pourrait pas être nécessairement liée à l'intervention qui a eu lieu quelques mois plus tard. Ensuite, cette question de motivation de la guerre. La motivation, en tout cas pour nous qui avons suivi ça de très près, aussi bien en Libye qu'en France, la motivation humanitaire était réelle, est vraie, mais elle n'était pas la seule, elle n'était pas exclusive. Il y avait une motivation réellement politique qui était essentielle, c'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure les États-Unis, ne pouvaient pas se permettre un chaos sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'ils savaient que si Kadhafi était resté au pouvoir, il va déstabiliser à la fois la Libye, mais aussi l'Égypte et la Tunisie, où il y avait un début de processus de démocratisation et de transition démocratique. Peut-être une autre intervention, question? Ronnie Broman, comme ça vous était adressé, peut-être en deux mots? J'ai le plus grand respect pour cette remarque, mais c'est une remarque, c'est pas une question. Donc moi, je me tiens pas, je me sens pas obligé de dire non. Mais juste peut-être une réaction. En effet, je suis absolument d'accord avec vous. Une déclaration n'est qu'une déclaration, et ça n'est que rétrospectivement, bien souvent, qu'on peut lui donner de l'importance. Bon, il se trouve que Kadhafi a été le premier leader à qui Sarkozy a dit qu'il devait partir. Les autres, ça a été un peu plus tard, et que un mois plus tard, on partait en guerre contre le régime Kadhafi. Cette déclaration prend donc un relief particulier. Mais je suis d'accord avec vous sur la nuance, sur la réserve avec laquelle il faut prendre ce genre de choses. Quant au reste, la déstabilisation de la Tunisie, de l'Égypte, oui, sans doute. Enfin, je vous rappelle que tout de même, c'est d'ailleurs même assez frappant de voir qu'en France, on ne semble pas du tout avoir pris la mesure de cet événement. J'ai en tête l'Algérie. L'Algérie, ça compte dans l'histoire de France, tout de même. Et beaucoup plus que tous les autres pays du Maghreb, qui n'ont pas été des départements français malgré tout, et qui n'ont pas les liens que nous avons avec l'Algérie. Ce pays a été dans une situation de guerre civile pendant plus d'une dizaine d'années, dont le bilan se monte à 100 000, 150 000 morts, on ne sait pas exactement, avec des provocations sans fin, des imputations de massacres qui ont été... Bref, je n'insiste pas, je crois qu'on voit ce que je veux dire. Et ça n'est pas pour autant que l'on considère que tout a été déstabilisé, qu'il fallait intervenir pour venir. La question, finalement, du point de vue d'une économie utilitariste, d'une compréhension, c'est-à-dire du calcul des risques et des bénéfices, de la somme algébrique, disons, des positifs et des négatifs que l'on peut faire, ça va être les conséquences que cette guerre va avoir dans la région. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que l'intervention en Libye ait des effets stabilisateurs sur la région, alors qu'une non-intervention aurait eu des effets déstabilisateurs. Votre thèse, à M. Abidi, la vôtre, et à tous les gens qui défendent l'intervention, et le rôle d'Al Jazeera dans cette histoire a été absolument central, et les journalistes ou les étudiants en journalisme ici sont vraiment... je les invite à travailler là-dessus, parce que c'était tout de même quelque chose de profond, d'important, de central.
tous les gens qui pensent que l'intervention aura servi la cause de la stabilité devront quand même à un moment, je ne sais pas, d'ici un an, parce qu'aujourd'hui évidemment nous n'avons pas d'arguments, nous ne parlons que d'événements potentiels, mais enfin je pense qu'il faudra réexaminer la situation et voir ce qui aura été, le cas échéant, le plus déstabilisateur. En tout cas, dans cette responsabilité de protéger qui a été invoquée pour justement que cette résolution soit votée à l'ONU, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait eu un vote, donc que cette résolution avait été votée dans un cadre légal. Donc, est-ce que la légalité, selon vous, veut dire également légitimité d'une intervention? Est-ce que... Alors justement, si je peux me permettre de revenir sur le cadre légal, parce que j'avais une question par rapport à ça. Vous pouvez vous présenter? Mon autre question humanitaire après. Je m'appelle Leslie Varenne. Leslie Varenne. On est dans une guerre humanitaire, une guerre juste, et les Nations Unies signent une résolution. J'ai relu avant de venir la 1973. Parce que je connais bien la 75, mais la 73, je la connaissais mal. C'est expressément écrit dessus qu'il n'y a pas le droit d'avoir des mecs au sol. L'OTAN n'a pas le droit d'avoir des types au sol. C'est écrit dessus. On sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont intervenus. Qui prend des sanctions à ce moment-là? En Côte d'Ivoire, c'est pareil. On avait, voilà, ils n'avaient pas le droit. C'est pas aussi bien écrit dans la 75. Mais qui prend des sanctions contre les Nations Unies quand on ne respecte pas leurs règles? C'est une question pour moi. Bon. Boris Michel. Les règles de la guerre. Non, alors les règles de la guerre, c'est une chose. Qui est sur place, c'est autre chose. Effectivement, il est prévu dans la résolution qu'il n'y ait pas de troupes au sol de la part de l'OTAN. Bon. Cela dit, quand on mène une guerre par la voie aérienne ou quand on soutient un groupe d'opposition armée par la voie aérienne, on est tenu de respecter un certain nombre de règles, de grillages, en particulier quand le conflit ou quand les combats se situent dans des zones urbaines qui posent une complexité en termes de proportionnalité assez spécifique et qui demandent en fait beaucoup de travail de planification et beaucoup de sérieux dans la conduite des hostilités. Maintenant, les militaires officiellement ne sont pas sur le terrain, il n'y a pas de troupes étrangères, militaires, équipées en tant que telles, visibles sur le terrain. Donc à partir de là, je ne sais pas comment ça fonctionne bien dans le milieu militaire, mais j'imagine que toute armée déployée a aussi, en dehors de ses effectifs qui portent des armes, des effectifs qui ont d'autres tâches, celles qui consistent à faire du soutien technique, du soutien opérationnel, du soutien tactique, du soutien tout court. Et voilà, ces gens-là sont des conseillers. Et je pense qu'il est difficile pour une institution d'aller d'abord confirmer que ces personnes sont bien ce qu'elles disent qu'elles ne sont pas finalement, et puis d'intervenir. Il faut reprendre le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre le micro? Non, parce que c'est enregistré. Dans le cas où on trouve des anomalies et qu'elles sont prouvées, qui va prendre des sanctions contre les gens qui n'ont pas respecté les résolutions de l'ONU? C'est ça ma question. Alors les sanctions, elles vont être prises personne. Et les anomalies, encore faut-il les définir. Dans l'occurrence de la situation que vous proposez, que vous présentez, je ne sais pas si elle relève d'une anomalie qui soit punissable ou légalement répréhensible, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce sont des ressortissants de 3 pays membres permanents. Tout à fait. Donc la réponse est là, il n'y aura pas de sanctions. Tu le sais très bien, tout le monde le sait très bien. Et ça n'est pas la seule violation, parce que les bombardements de Sirte et de Zintan aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment le fait de bombarder sur une population assiégée peut se raccorder à l'idée de la protection des civils. Aujourd'hui, ce sont les assiégés qui sont menacés, ce ne sont pas les assiégeants. Le renversement militaire de cette situation ruine toute l'assise, disons, juridico-morale sur laquelle repose cette initiative, enfin tout le débat de la résolution 1973. Il y a deux choses intéressantes, juste pour la réponse. Deux choses. Boris, tu veux dire quelque chose? La première chose, c'est que je dois reconnaître que le texte a été rédigé d'une manière délibérée, d'un langage diplomatique, perméable et évolutif, et qu'on pourrait mettre tout dedans.
La notion, par exemple, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population, c'est un texte qui veut tout dire. Et on peut mettre tout dans ce paragraphe. Ça veut dire la guerre. Deuxième élément, bien sûr, les troupes au sol. Oui, il y a des troupes au sol, mais qui va avoir la preuve? D'abord, comme dit Romain, qui va les juger? Je sais qu'il y a des éléments militaires qui sont habillés civils, comme vous et moi, mais qui dépendent des forces de l'Alliance Atlantique, parce qu'il est impossible d'assurer, entre guillemets, la réussite des opérations sans avoir un relais sur le sol, pour une raison très simple.